Le président Xi Jinping l'a réaffirmé le 2 janvier dans un discours solennel. Taïwan doit être réunifié avec la Chine et elle le sera. Et il n'a pas écarté la possibilité d'un recours à la force. Nous ne promettons pas de renoncer au recours à la force. Nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures nécessaires contre les ingérences extérieures et contre les activités séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan. Ces menaces faisaient écho aux propos tenus la veille par Mme Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan. Les relations entre Taïwan et la Chine ne peuvent être fondées sur de vagues considérations ou sur des menaces. Les deux parties se doivent de reconnaître les réalités de leurs différences fondamentales, de valeurs, de style de vie et de système politique. En raison de toutes ces différences, Taïwan est aux yeux de la dictature chinoise un modèle incompatible. Taïwan incarne en effet la liberté et la démocratie. C'est même une démocratie exemplaire. On manifeste librement, il n'y a pas de prisonniers d'opinion, les élections sont transparentes, la presse libre. En cela, la petite république insulaire est une épine plantée dans le pied de la dictature communiste. En janvier, les forces armées taïwanaises ont donc repris leurs manœuvres sur terre, sur mer, dans les airs. Elles se préparent à repousser une possible invasion. Le scénario est immuable. Cela fait 70 ans que deux Chines se toisent de part et d'autre d'un détroit, large de 180 km. Mais jusqu'où Taïwan sera-t-elle capable de résister? Et avec l'aide de qui? Pékin s'évertue avec un certain succès de l'isoler diplomatiquement. Seuls 16 petits pays, plus le Vatican, la reconnaissent encore comme un État. Taïwan se retrouve de plus en plus seule. Et au jeu des comparaisons chiffrées, elle ne pèse pas bien lourd. Budget militaire, 10 milliards. Pékin, 228 milliards avec en prime l'arme nucléaire. Produit intérieur brut, 579 milliards, 21e économie mondiale. En face, la Chine affiche 12 237 milliards. Population, 23 millions, sur un territoire plus petit que la Suisse. En face, 1 milliard 300 millions de Chinois. Heureusement, les chiffres ne disent pas tout. Bonjour Lionel Fatton. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes professeur à la Webster University de Genève et spécialiste de cette région Asie-Pacifique, un des points chauds sur la planète. Comment expliquer, Lionel Fatton, que la Chine mette une telle pression sur Taïwan? Alors je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Premier, c'est Xi Jinping, qui veut marquer l'histoire. Il l'a déjà fait partiellement en inscrivant son idéologie dans la Constitution l'année dernière. Mais pour un dirigeant communiste chinois, la réunification totale du pays est, si vous voulez, le résultat que tout le monde cherche, en fait. Il voudrait réussir ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas réussi. Voilà, c'est ça. Et il faut se rappeler que depuis 1997 et le retour de Hong Kong dans le giron chinois, Taïwan est la seule province rebelle, d'un point de vue de Pékin, à rester, en fait, en dehors du contrôle effectif de Pékin. Donc il veut ramener cette île dans le giron de Pékin. Et c'est pour ça que cette réintégration fait aussi partie de son rêve chinois, de cette politique de redonner la grandeur impériale de la Chine. Et donc c'est un point de politique interne pour Xi qui est extrêmement important pour sa légitimité. Alors pour réussir, la Chine utilise toutes sortes de moyens. Alors il y a l'intimidation militaire. Et puis quel autre levier d'influence dispose Pékin pour réussir cet objectif de la réunification? Alors juste un point, l'instrument militaire n'est pas pour réunifier. Ils ont abandonné cette idée depuis 1979, ils savent que c'est trop coûteux, c'est pour éviter une indépendance. Après, il y a d'autres leviers, par exemple la corruption de fonctionnaires ou la corruption de cadres dans les grandes entreprises, l'utilisation de médias, la Chine est très forte dans l'utilisation des médias sociaux pour donner une bonne image de la Chine continentale. Donc il y a une guerre médiatique qui se joue entre les deux? Oui, bien sûr, bien sûr. Et on sait aussi que la presse taïwanaise est indépendante. Relativement indépendante. Mais on sait qu'elle est aussi assez pro-chinoise.
dans le sens où la presse comprend peut-être mieux que certaines personnes que l'avenir économique de l'île dépend des relations avec la Chine. Donc disons que Pékin a aussi une certaine influence sur les médias traditionnels. Mais là où l'influence s'exerce vraiment sont sur les médias sociaux, où Pékin est très très fort. Alors vous avez parlé de l'économie. C'est vrai qu'il y a une très forte imbrigation entre l'économie des deux Chines. Hein. Très forte, oui, et surtout qui s'est développée dans la période 2008-2016, donc sous l'ancien gouvernement des nationalistes. Il y a eu 13 accords concernant l'économie qui ont été signés, dont un accord de libre-échange d'ailleurs. Et aujourd'hui, les exportations taïwanaises vont à 30% en Chine continentale. Ouais, contre seulement 12% pour les États-Unis. Ouais, donc c'est essentiel. C'est une dépendance extrêmement forte. Et ce qui est intéressant, c'est que comme d'autres pays dans la région, ça crée une schizophrénie à Taïwan. C'est-à-dire que le Taïwan a besoin de la Chine économiquement, mais craint la Chine aussi parce que c'est une puissance croissante et qui peut se montrer agressive dans certaines situations. Alors justement, à Taïwan, qu'est-ce qu'ils veulent les Taïwanais? Est-ce qu'il y a une identité taïwanaise? Est-ce qu'ils veulent rester indépendants? Est-ce que certains souhaitent rejoindre la Grande Chine? Alors, il y a un phénomène de taïwanisation de l'identité, surtout depuis la fin de la guerre froide et la mise en place d'un système démocratique. Les premières élections démocratiques ont été en 1996. Et donc, les Taïwanais sont de plus en plus attachés à ces institutions démocratiques, à leur système socio-économique, qui est en opposition, en fait, avec le système autoritaire de la Chine continentale. Et donc, les deux identités, Chine continentale et taïwanaise, si vous voulez, se séparent de plus en plus. Juste un chiffre, au début des années 90, on estimait que seulement 20% des Taïwanais se considéraient comme seulement Taïwanais. Ouais. 30% comme seulement Chinois. Taïwanais étant une identité complètement séparée de la Chine continentale. Aujourd'hui, on est à 60% de personnes qui se considèrent seulement taïwanaises. Et moins de 5% comme seulement chinoises. Donc on voit que l'identité taïwanaise prend forme de plus en plus, et c'est un mauvais signe pour la Chine parce que ça, si vous voulez, ça hypothèque la perspective d'une réunification pacifique. Alors on a parlé des tergiversations militaires pour éviter cette indépendance, et puis la Chine est très active aussi au plan diplomatique international pour isoler Taïwan. Et là, on a le sentiment que Taïwan n'est pas tellement en train de gagner la partie. Non, surtout en train de la perdre. Pékin isole diplomatiquement Taïwan pour être sûr que la tentation de l'indépendance ne sera pas là pour Taïwan, parce que non seulement ils seront rasés de la carte par les 2000 missiles qui sont de l'autre côté du détroit, et en plus, personne ne va reconnaître cet État, vu que les autres pays reconnaissent la Chine plutôt que Taïwan. Est-ce que vous imagineriez que l'armée populaire de Chine passe le détroit et tente une invasion de Taïwan? Non. Pour être honnête, non, simplement parce que je crois qu'on l'a vu dans l'histoire, les opérations amphibies sont les plus dangereuses et les plus coûteuses. Par contre, ce qui est certain, c'est que si demain Taïwan déclare l'indépendance officiellement, la Chine réagira militairement, mais la nature de l'intervention militaire sera simplement de couler l'île, c'est-à-dire de la raser de la carte. Parce que Pékin préférait voir l'île couler avec, comme j'ai dit, peut-être l'arme nucléaire, plutôt que de l'avoir déclaré son indépendance. Mais une intervention chinoise sur Taïwan, ça provoquerait un formidable dégât d'image aussi pour le régime de Pékin, non? Bien sûr, mais l'alternative serait quoi? Serait une province rebelle qui déclare son indépendance, ça pourrait donner des idées à Hong Kong, au Tibet, au Xinjiang, à la Mongolie intérieure. Et c'est ça la hantise du gouvernement communiste chinois. C'est qu'on retourne dans le passé où la Chine était complètement dépecée, comme au 19e siècle, par les puissances impérialistes occidentales.